Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Donc j'avais déjà fait la vidéo, mais je la refais parce qu'il y a une news qui est sortie entre temps que moi je pense être très importante, que je n'avais pas vue. Donc du coup on va la traiter ensemble. Deux news très bull aujourd'hui, enfin très bonnes pour tout ce qui est crypto et qu'on va traiter ensemble. La première news pour moi c'est celle-ci, c'est BlackRock qui tout simplement rentre en partenariat avec Coinbase pour offrir de la crypto pour les institutionnels. Les institutionnels ont des problèmes de points d'entrée, de manière de gérer leur crypto, etc. Pour eux, c'est un petit peu compliqué. Et là, en gros, au travers de Coinbase Prime, qui est plus ou moins la plateforme de Coinbase pour les institutionnels, eh bien, BlackRock ferait un lien avec Coinbase pour pouvoir faire rentrer une partie de ses assets sous management. Donc ça, c'est très cool. Pourquoi ? Déjà, en avril, on avait eu la création de l'IBLC, donc qui est l'ETF spot, l'ETF basé sur la crypto, de BlackRock, basé sur la crypto tout simplement au travers d'actions Coinbase. Si je vous le retrouve, je l'ai quelque part, là ici le IBLC. Voilà, il est là. Et en gros, ici, vous comprenez que du coup, ça permet aux institutionnels d'investir directement sur la plateforme Aladdin. Aladdin est co-géré à la fois, et cette porte d'entrée est plus ou moins agrégée pour être gérée à la fois par Coinbase et par les investisseurs chez BlackRock. Et donc, du coup, ça permet ici pour les institutionnels de rentrer plus facilement sur la crypto. BlackRock, c'est quoi ? C'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Hein. C'est 1 trillion, 1000 milliards de dollars de Asset Under Management, c'est-à-dire que tout simplement ici vous avez le géant de la finance qui s'allie avec le géant de la crypto, un des géants de la crypto. Donc très bien, vraiment voilà une très bonne news parce que ça va faire rentrer de l'argent frais potentiellement ici, ça crée des nouveaux arbitrages, les institutionnels qui veulent donc du coup avoir accès à la crypto qui vont désormais pouvoir le faire plus facilement. Ici, on va parler également, et je commence par les news du coup, de la Fed. La Fed qui a parlé hier par le représentant de la Fed de San Francisco. Il y a eu une conférence de presse et ils ont parlé d'une augmentation de 50 points de base pour comme étant quelque chose de raisonnable au mois de septembre. Il n'y aura pas de meeting de la Fed en août, il n'y en aura qu'un en septembre, donc il n'y en aura pas ce mois-ci, il n'y en aura que en septembre. Et pour l'instant, on télégraphe déjà, comme on dit, on passe un coup de fil pour dire bon, on va vraisemblablement augmenter de 50 points de base ici. Le marché avait déjà pricé ça plus ou moins, c'est ce qu'on voit dans les sondages ici, vous le voyez, dans les sondages on a déjà 50% des gens qui pensent qu'on va avoir une hausse de 0,5 le mois prochain. Globalement, ceux qui pensaient qu'on aurait 0,75 ici vont probablement ici revenir, donc c'est plutôt une news bull pour le marché. On avait 44% des acteurs du marché qui priçaient 0,75. Potentiellement, on a une nouvelle direction ici de la Fed qui nous dira ça sera probablement plutôt 0,50, donc ça devrait théoriquement être relativement haussier pour les marchés puisqu'on a 44% des gens qui avaient déjà pricé plus ou moins une hypothèse plus faible. Également ici, news hyper bull et hyper bien, vraiment une très bonne chose également, c'est que visiblement il y a des sénateurs qui ont comme projet de réguler Bitcoin et Ether dans un premier temps déjà comme des commodités. On avait un gros problème aux États-Unis qui était de savoir qui est compétent pour juger de la crypto, et notamment sur Ether, qui est un petit peu centralisé aussi, donc du coup on a Vitalik Buterin qui est un petit peu dans l'histoire, qui pourrait s'enrichir. Donc est-ce que ce sont des contrats d'investissement que vous signez quand vous achetez sa crypto, ou alors tout simplement est-ce que vous achetez un bien et service, une commodité, comme de l'or, comme du pétrole, comme ce genre de choses. Et bien, en l'occurrence, un projet de loi ici aux États-Unis qui, s'il arrive à son terme, c'est-à-dire qu'il va d'abord être relu par le Sénat, il va y avoir toute la partie markup, etc. Et puis ensuite, il va être présenté pour le vote devant le Sénat. Et s'il est voté devant le Sénat, il sera présenté ensuite à la Maison-Blanche qui devrait le ratifier si elle est d'accord avec ça. Et bien là, en l'occurrence, vous avez plusieurs sénateurs qui ont pris les choses à bras-le-corps et qui ont dit venez, on fait comme si Bitcoin et Ether étaient des commodités dorénavant. Et en ce moment, vous avez pas mal de procès en cours de la part de la SEC qui voudrait être compétente sur le domaine des cryptos. La SEC qui est en besoin d'influence, notamment le procès de XRP contre la SEC, qui lui-même, la SEC déclare que XRP est une sécurité et non pas une commodité. Et on a également un procès de délit d'initié chez un ancien employé de Coinbase qui avait appelé ses copains, sa famille pour dire regarde, je suis chef de produit chez Coinbase, donc je sais que tel ou tel asset va être listé, achète plutôt ces assets là. Et en gros il y a un procès autour de tout ça et la SEC se greffe à ce procès en disant oui, Coinbase a mis sur le marché des securities
sur notamment 9 tokens qu'ils ont listés, en disant, bah, regardez, AMP, RLY, DDX, vous voyez, vous avez la liste là sous les yeux, sont des sécurités, donc du coup, ils n'avaient pas le droit de faire ça non plus. Donc au travers de ce procès au niveau du délit d'initié qu'il peut y avoir sur Coinbase, la SEC également rentre un petit peu ici dans la danse et essaye de dire, oui, Coinbase n'est pas legit, puisque tout simplement, ils mettent des sécurités sur le marché sans notre accord et sans avoir fait au préalable toutes les démarches auprès de la SEC. Ce projet, globalement, si ce projet de loi devrait aboutir d'ici la fin de l'année, si jamais il aboutit, et donc du coup, c'est plutôt vraiment aussi une bonne nouvelle, là, ici, sur les cryptos. Toujours dans les news, un hack sur Solana, alors j'ai lu l'article, etc. En fait, il se trouve que c'est un tiers qui s'appelle le Wallet Slope, qui globalement a mal protégé des clés privées. Donc du coup, on a 10 400 wallets ici qui se sont fait pomper 5 millions de dollars. Donc du coup, c'est dommage, mais c'était des hot wallets. Vous le savez que les hot wallets, malheureusement, vous n'êtes pas responsable de vos clés. Donc je ne peux vous donner que comme conseil de prendre un MetaMask, voilà, soit un cold wallet en ligne, soit tout simplement un ledger, un portefeuille physique, un cold wallet physique, c'est-à-dire une clé USB. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez notamment des liens des liens d'achat dans la description de la vidéo qui vous permettront, ça permet à la chaîne voilà, vous aurez finalement un bon deal et en même temps la chaîne récupérera ici un petit peu, ça permet d'aider la chaîne dans ce sens. Ensuite on a fait le tour des news ici, on va aller voir Bitcoin dans sa partie chartiste on va dire. Alors j'ai déjà fait cette vidéo comme je vous le disais mais j'avais pas vu la news de BlackRock donc j'ai vraiment pris le temps ici de la refaire pour que la news soit intégrée là-dedans. Si on se met en 2 heures ici, hop, on reset, vous voyez qu'on est sur une configuration potentielle ici d'épaule, tête, épaule. Donc épaule gauche ici, la tête ici, l'épaule droite ici. L'épaule gauche est un petit peu haute, mais pour moi elle est valide, cette épaule tête épaule. Et en l'occurrence, si on devait lui donner une target, on serait sur quelque chose comme, si ça casse, hein, pour l'instant ça n'a pas cassé, vous voyez que la ligne de coup elle tient, on serait sur une target comme quelque chose comme les 21 800. Moi personnellement au niveau chartisme, vous le savez, on est dans ce scénario d'une ABC qui revienne, on ne resterait pas dans le flag, on serait plutôt dans un scénario ici de range, c'est-à-dire que dorénavant la prochaine figure qu'on voit potentiellement ici se dessiner, c'est en fait, pardon, excusez-moi, je suis parti d'un peu bas, c'est ce range-là, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui reste entre les 20 et les 25 pendant un certain temps. Alors, combien de vagues on va faire dedans, c'est une bonne question. Ça dépendra de la complexité ici de la correction ou pas. On pourrait juste faire une flat, c'est-à-dire 3 vagues et ensuite partir vers le haut. Ou alors, on pourrait redessiner aussi une nouvelle vague baissière. Pour le moment, les deux scénarios tiennent. En tout cas, ce scénario d'ABC ici tient pas mal. Pour ceux qui sont en short, vous aurez envie ici, bien entendu, que cette ligne de coup, elle pète pour toucher vos objectifs. Premier objectif ici à 21 800 et deuxième objectif ici à 20 700. Ça, c'était pour Bitcoin. On va maintenant faire vite fait un tour sur les news globales, on va dire. La Banque d'Angleterre qui augmente ses taux. Un petit peu de nouvelles, ça a l'air de bouger du côté de Kherson au niveau de la guerre Russie-Ukraine avec l'Ukraine qui shoot des ponts, des lignes de chemin de fer pour essayer de disrupter un petit peu la défense russe. Ici, cette news principale, là, ici, dont je viens de vous faire l'article. Rien de bien énorme sur bitcoin.com. Le calendrier économique, demain, on fera une vidéo probablement sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Vous le voyez, les NFP ici qui vont sortir demain. Donc ça sera quelque chose, une news qui va probablement impacter les marchés. Pas de gros earnings aujourd'hui, donc pas de grosses publications de profit. Et puis ici, voilà, le S&P qui est bientôt sur un niveau crucial. Et du coup, ça va nous amener à une étude des marchés financiers classiques, on va dire, donc des marchés financiers américains. Globalement, si on regarde le Nasdaq s'approche de cette grosse résistance là ici. Donc ça c'est une première chose. Le Nasdaq, on a toujours ce gap ici haussier qui n'a pas été retouché ou comblé pour le moment. On a également, et vous comprendrez que théoriquement un gap a plus de chances d'être dans les 48 heures d'être comblé. Si jamais on passe ça, c'est hyper bull, c'est-à-dire que bien entendu ça veut dire toute la structure est identifiée, on fait un nouveau plus haut ici, donc c'est vraiment très important ici de le repasser, sinon on restera sur un double sommet. Donc voilà, là c'est un point crucial, hein, tout simplement les 184. Et puis si jamais on se fait rejeter une première fois, ce qui pourrait être aussi peut-être un scénario, on pourrait ici revenir jouer avec ce niveau là combler ce gap et revenir retester cette ligne de résistance qu'on avait passée, revenir la retester comme un support. C'est une hypothèse. Maintenant, il est peut-être mûr pour casser notre ami là, hein, et ça serait plutôt une bonne chose pour Bitcoin.
Donc à voir ce qui va se faire dans le lot. Le CPI pour moi est la prochaine très grosse news autour du 10 août, pardon, excusez-moi. Donc vous comprenez ici que ça nous amène à peu près par là. Là, hop, autant pour moi. Là, ici, on aura cette news du CPI. Est-ce qu'on pourrait dégringoler suffisamment rapidement pour retester là avant cette news qui théoriquement devrait être bull? Bon, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder. Je mets en pause, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Autant pour moi, donc on était sur le Nasdaq, donc voilà toute cette question du CPI, est-ce que ça va être vraiment bullish, etc. Est-ce qu'on aura plus d'inflation ou pas en août que d'autre part? Ça nous a fait une jolie transition vers les matières premières, est-ce qu'elles ont corrigé ou pas? Et vous voyez que oui, c'est le cas ce mois-ci. Maintenant, bon, le CPI qu'on attend, il est plutôt sur le mois de juillet, et sur le mois de juillet, si je me mets en monthly, ici sur le pétrole, on a eu un mois de juillet qui était très baissier, mais qui est remonté sur la fin. Voilà, pour le moment en tout cas, vous voyez qu'on retouche ici des niveaux qui sont les niveaux tout simplement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Hein. On est retour ici au niveau des globalement du 24 février, hein, qui était la date de l'invasion. C'est un support. Est-ce qu'on va rebondir là-dessus ou pas, ou alors est-ce que la narration ici va se calmer et on va revenir à des niveaux encore inférieurs? C'est une très bonne question à laquelle pour le moment c'est compliqué de répondre, si ce n'est regarder le momentum, etc. et tout simplement regarder la chart et dire que oui, effectivement on est plutôt désormais en tendance haussière et en configuration de sommet sur le pétrole. Les commodités toujours, le cuivre toujours à la correction également, le blé qui est revenu à des niveaux bien précédents également, le même niveau, hein, c'est pareil, on est sur support ici, 7 février, vous voyez qu'au 24 on était par ici, le moment où le blé s'envole, c'est tout simplement réellement le moment où on a l'invasion de l'Ukraine. Globalement, les bateaux là commencent à partir d'Odessa, etc. On sait que potentiellement, et l'Europe et l'Afrique du Nord, pour la semoule de blé dur, toutes ces choses là, on aura potentiellement tous accès au blé ukrainien pour cette récolte là, et que donc du coup, c'est pour ça que le blé corrige. Troisième chose ici, l'indice des commodités dans leur ensemble, c'est pareil, hein, surtout on peut voir que soit on pète ce fameux support, soit on a des nouvelles narrations autour de la guerre, en Ukraine notamment, qui nous renvoient ici vers le haut. Ensuite, on a fait les marchés traditionnels, on a fait le Nasdaq, on pourrait revoir ici ce qui se passe sur le S&P, qui lui a cassé son biseau, et on arrive également, un petit peu comme le Nasdaq, à pile poil au niveau du cross du niveau précédent. Est-ce qu'on fait un nouveau plus haut ou est-ce qu'on se fait rejeter? C'est toute la question du moment. On pourrait ici imaginer potentiellement un rejet, hein, bien entendu. Donc à suivre tout particulièrement, hein, les marchés, particulièrement aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, puisque là vous voyez qu'on se fait rejeter. Sur le S&P, on est en daily là, oui. Vous voyez que pour le moment on se fait rejeter, donc on a une journée plutôt baissière sur le S&P. Sur le Nasdaq, on est en train de se faire rejeter aussi, je crois. Non, sur le Nasdaq, on a ouvert haussier. On est un petit peu dans l'indécision pour le moment. On a ouvert avec un gap haussier, vous le voyez là. Et pour le moment, on a cette bougie qui est un petit peu un marteau. Ça fait désormais 1h30 que les marchés sont ouverts. Donc, on va suivre ça particulièrement aujourd'hui. On a fait Bitcoin, on a fait les news, on a fait la technique, on va maintenant faire le sentiment rapidement. Le sentiment, on a une barre d'achat ici, vous le voyez, autour des 22 593, avec ici petite 200, 300 bitcoins à l'achat, et globalement on a quand même aussi des ordres de vente qui se faxent, vous le voyez ici 23 370 bitcoins, 23 400, un magnifique DCA ici, vous le voyez, quelqu'un qui a ouvert cet ordre là, et on voit que c'est la même personne puisque tous les ordres ont été ouverts au même moment, très joli DCA sur toute cette descente, donc cette personne là est potentiellement plutôt haussière sur BTC, vous le voyez, 124, 62, 58, donc on a rechargé ici entre 500 et 1000 BTC sur cette descente là pour ne serait-ce qu'une entité. Ensuite le max win price des options demain à 23 000 $, vous voyez qu'il y a un très joli sourire ici sur la valeur intrinsèque. Ça veut dire que globalement, quand on est en bas, c'est les vendeurs d'options qui gagnent. Et globalement, on a ici, pour le moment, un max win price qui est autour des 23 000. Là où le sourire est le plus bas, c'est tout simplement les 23 000 $, où la valeur intrinsèque qui est remportée par les acheteurs de put et de calls est minimale. Donc ça appelle plutôt à une latéralisation jusqu'à demain matin 9h, parce que les options expirent le vendredi matin à 9h. Le sentiment sur Bitcoin, il y avait un très gros niveau de long à prendre ici, je vous l'ai effacé puisqu'on l'a pris. On a désormais deux petits niveaux de short qui sont vraiment pas très conséquents, mais à prendre forcément
forcément là ici au-dessus, et vous voyez que sur FTX par contre on est en short massif, donc les traders on va dire short Bitcoin, et les investisseurs plus long terme essayent de le longuer en levier. Les niveaux de liquidation, vous voyez cette grosse là ici position qui vient d'être prise là à l'instant T. On nettoie plutôt du long en ce moment, tout simplement parce que le CVD au spot sur Bitcoin est descendant, d'accord. A contrario d'Ether, c'est ce que je vais vous montrer après. Sur Kingfisher, on a ce gros niveau de liquidation à prendre ici sous le plus bas, c'est-à-dire autour des 16 500. On a également ici une poche de liquidité à venir prendre à la descente aux 20 000 et une autre aux 20 800. On a aussi ici un très fort niveau de short qui désormais est censé, de la part de Kingfisher, s'être mis en branle ici autour des 24 000 $. Donc là, le prix va choisir un petit peu sa direction, aidé probablement par les market makers et en premier lieu, en tout cas, aidé par les marchés américains, je pense. On revient ici sur... on va faire le lien ici avec Ethereum. Puisque pour moi, vous le savez, depuis plusieurs jours, on a plus d'open interest en liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin. Vous le voyez là ici, 36 et 25 millions sur 112 millions de liquidés sur les dernières 24 heures. On va se mettre sur 24 heures ici pour vraiment être sûr que je vous raconte pas des bêtises. Oui, c'est ça. Et ici sur 24 heures également. Principalement, on a liquidé du long là, et donc les liquidations sur Ethereum. On va d'abord faire vite fait une petite étude de prix sur Ether, encore que je l'ai déjà faite hier, plus ou moins. Là, ici, pour moi, le scénario de flat ne tient plus. Hier, j'ai parlé d'un potentiel scénario où Ether pourrait faire une flat, là, c'est-à-dire revenir ici, jouer avec les 1007. Pour le moment, moi, je vois plutôt une ABC qui se dessinerait comme suit, et donc, du coup, avec des targets des 100%, 1472 et 1.618, 1354. Ça correspond, vous le voyez, à déjà des volumes, ça correspond un petit peu à des résistances qui existent déjà, on le voit ici en tout cas, au moins celle-là pour les 1441. Pour moi, il y a pas mal de liquidités là sous les 1441, et j'avais identifié aussi pas mal de liquidités à venir prendre autour des 1280, je crois. Voilà, à voir ce qui va se dessiner sur Ether. Globalement, si la FOMO part sur Ether, c'est-à-dire que si vraiment on a un très fort niveau ici d'open interest qui se manifeste sur Ethereum, eh bien du coup ça sera difficile pour les market makers de venir pousser le prix vers le bas. Et ça m'enchaîne, ça me fait une transition ici pour vous montrer le CVD au spot sur Ethereum qui est beaucoup plus difficile. On va avoir beaucoup plus de mal à nettoyer des longueurs sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc soit il faut une narration dégueulasse, du genre on décale de merge finalement ou ce genre de choses, soit tout simplement ici on peut partir éventuellement chargé sur Ether puisque la quasi FOMO est là si vous préférez. Donc en l'occurrence là je vous ai mis les niveaux aussi à jour, vous voyez qu'on a du short quand même hein, et vous voyez que la poche de liquidité pour moi elle descend jusqu'aux 1440 $, la plus grosse poche à nettoyer. Donc on peut ici éventuellement prévoir que les market makers utilisent Bitcoin pour faire baisser Ethereum, c'est-à-dire si vous avez un CVD au spot sur Bitcoin qui est décroissant mais un CVD au spot qui est trop croissant sur Ethereum, à ce moment là vous allez potentiellement faire baisser le leading indicator, donc Bitcoin, pour faire corriger Ethereum à son tour dans des proportions qui seront un peu moindres puisqu'on a beaucoup d'achats sur Ethereum. Excusez-moi. Et donc du coup ça peut donner effectivement une baisse sur Ether et effectivement un retest des 1450 à minima, voire on avait dit 1283 à maxima. Pourquoi on parle de ça? Parce que tout simplement ici, si vous regardez un peu les études de support et résistance, en gros on s'est fait rejeter par cette résistance là sur Ether avec une jolie déviation néanmoins hein, au-dessus. Et là en l'occurrence la prochaine résistance elle est au 1431. Vous voyez que c'est la clôture ici et là c'est plus ou moins la clôture également. Et puis on a un autre niveau de résistance entre les 1300 et les 1284 qui n'a jamais été retesté pour le moment. C'est-à-dire que ici on avait résisté là sur Ether pour passer ce point là et vous voyez qu'en daily on n'est jamais revenu réellement le tester. Globalement, si on venait retester tout ça, ça nous emmènerait ici à une correction si on prend la totalité du mouvement dans son ensemble en considération. Donc j'ai dit quoi 1400, on n'irait même pas au premier arrêt. Ici on serait au premier arrêt, donc au 0,382 à 1365 $, et on toucherait une zone 2 d'Elliott à partir des 1255. Globalement, voilà, ça voudrait dire défendre le premier arrêt si on continue ici, en tout cas si on ne passe pas sous les 1300, 1350, voilà, venir prendre cette liquidité-là quand même en dessous. Et éventuellement ici décharger un petit peu le train. Globalement voilà ce type de scénario là dont je vous avais parlé qui pourrait être une ABC comme ceci
pour le coup, avec une descente jusqu'au 1430 et tout à fait dans les tuyaux. Maintenant, on peut aussi se retourner sur Ether, là, partir plus fort, bien sûr, et tout, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une lecture, encore une fois, une lecture voulant dire, ce n'est pas ce que le marché va faire, mais c'est ce que je pense, moi, personnellement, que les probabilités vont nous donner. Là où les probabilités sont les plus fortes, si vous voulez. Ensuite, eh ben, on a fait pas mal de choses, là. On a fait, je crois, même presque le tour. Je regarde si j'avais rien d'autre d'important à vous montrer. Globalement, la Bitcoin dominance, on pourrait peut-être aller faire un tour dessus. Hop, on dézoome ici. Vous voyez que cette trend est perdue pour la Bitcoin dominance, là, hein, vraiment. Donc on pourrait ici être dans une mini altcoin season et aller jusqu'au 40% de dominance, voire en dessous. Globalement, ça, c'est quand même à vérifier, au sens où si vous enlevez les stablecoins là de tout ça, bah, peut-être que vous êtes toujours sur la même trend en fait haussière. Voilà, pour moi là ici il y a eu beaucoup. Il faudrait que je vous fasse un ratio de la Bitcoin dominance sans les stablecoins. Ça serait peut-être ça qui serait intéressant à faire. Je vous le construirai après et on l'étudiera demain. Ici on est sur la stablecoin dominance justement. Vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo là-dessus en vous disant regardez bien ce canal sur la stablecoin dominance en logarithmique. À chaque fois que on tape le haut du canal, on est sur du bull run, c'est-à-dire quand la stablecoin dominance descend, on fait un bull run. À chaque fois qu'on revient chercher le haut du canal, on est sur un gros bear market. Donc suivez bien cet indicateur là, vous voyez que là on vient juste de taper le haut, ce qui serait plutôt un indicateur de bottom, et on est désormais dans une tendance baissière, sauf si ça c'est un bull flag, et que du coup ça nous emmène à péter carrément cette trend. Cette trend, globalement, il faut la comprendre comme l'adoption des stablecoins dans le temps, puisque à ce moment là les stablecoins n'existaient presque pas, on était en 2018, et globalement tout ça correspond à plus ou moins de l'adoption des stablecoins. Et puis quand les gens se délaissent de leurs stablecoins, ça veut dire qu'ils rentrent fort sur les cryptos, et puis quand les gens ensuite reviennent en stablecoin, ça veut dire qu'ils restent sur le marché des cryptos, mais qu'ils sortent en stablecoin de manière à ne pas être exposés au risque. Donc voyez-le ici comme un ratio risk on, risk off sur les cryptos, cette histoire. Vous êtes risk off en stablecoin, vous êtes risk on quand vous commencez à les dépenser, et vous voyez que c'est un plus ou moins ce qu'on voit là ici sur ce canal. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vite fait, non, je pense que c'est pas la peine, mais on va quand même regarder. J'avais un autre indicateur de bottom assez sympa, dont j'ai déjà parlé sur le channel, qui est passé je sais pas où. C'est pas grave, bon, on le remontrera demain. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like évidemment, activez la cloche de notification. Venez éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. Si jamais vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander aux abonnés de faire un commentaire à la con, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, le commentaire du jour sera quel est pour vous le meilleur film de science-fiction de tous les temps? En ce moment, je m'en refais quelques-uns, c'est pour ça que je vous pose cette question. Donc, quel est pour vous le meilleur film de science-fiction de tous les temps? C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. On va faire une altcoin également dans la foulée, là, et on va faire le Optimism, parce qu'il a beaucoup d'open interest en ce moment, et on est en train de se demander s'il serait pas littéralement en train de partir en FOMO, notre ami Optimism, qui est très jeune, vous allez le voir. Donc, je vous ferai l'analyse altcoin de tout ça cet après-midi, enfin là dans la foulée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. À bientôt. Ciao, merci.